Bonjour Jacques, nous sommes où et pourquoi? Eh bien, nous sommes sur le stand du TZ Club au Salon de Lyon, au Salon du Deux Roues à Lyon. Et nous sommes ici parce qu'en fait, je profite de ce formidable événement pour présenter mon nouveau livre qui va paraître au début du mois de mai, qui est consacré à Olivier et à Alain Chevalier, dont la partie, toute la vie a été très liée au Yamaha TZ. Donc on a beaucoup de chance. Derrière nous, on a 3 chevaliers à moteur Yamaha. Elles font partie de cet ensemble de 100 Yamaha TZ réunis par le club TZ pour cette occasion. Donc c'est le bon endroit pour parler un peu de ce projet qui en fait a mûri pendant des années et des années et qui fait qu'aujourd'hui j'ai pu écrire l'histoire absolument incroyable de Olivier Chevalier qui a couru entre 1970 et 1980, qui hélas s'est tué sur le circuit Paul Ricard le 6 avril 1980, à la première course où il pilotait une machine entièrement construite par son frère Alain, qui ensuite a continué la compétition, fort heureusement, a continué cette carrière de constructeur qu'il avait entamée quelques années auparavant, et est devenu un des acteurs majeurs de la moto et des courses de vitesse en France pendant toutes les années 80. Donc, oui, alors justement, à propos de ce livre, le contenu des photos, des articles, comment tu as fait Alors, j'ai eu la chance d'être très ami avec Olivier et Alain. Et d'ailleurs, pas seulement eux deux, j'ai été très ami avec toute leur famille. Je connaissais très très bien Bernard et Thérèse, leurs parents, leurs frères et sœurs. Et je dois dire que ce livre a été fait aussi avec l'aide à l'origine, si j'ose dire, la fratrie d'Alain et d'Olivier. Et ensuite, Alain, lui, avait, dès les débuts des années 70, lié sa vie à Marie-Claude, qu'il avait connue à Vendôme, qui a toujours vécu à Vendôme, et ils ont eu 2 enfants, Jasmine et Alban. Donc, après Christian et Evelyne, le frère et la sœur d'Olivier et d'Alain, j'ai pu bénéficier de l'aide principalement de Marie-Claude et de Jasmine pour améliorer, augmenter cette formidable histoire. J'ai eu aussi une chance inouïe, c'est que pendant des années, Alain nous a quittés à la fin de l'année 2016, mais pendant des années, il avait raconté toutes ses histoires et aventures sur le site Pitlane. Et en gros, tout ce qu'a raconté Alain, c'était quasiment autobiographique, ce qui fait que sur toute la matière Olivier, qui a été un ami très très proche, j'étais aussi proche d'Olivier Chevalier que j'avais été proche de Barichine. Donc surtout Olivier, j'avais une matière extraordinaire d'abord. Je pense que j'ai dû faire en moyenne 2 à 3 interviews d'Olivier par an pendant des années. Donc j'avais déjà beaucoup de matière de verbatim d'Olivier lui-même. Et puis au moment où je suis passé à la carrière d'Alain, parce qu'en fait on peut dire que ce livre est en 2 parties. La première partie, c'est la carrière d'Olivier. Olivier commence à courir en 1966 par l'opération Jeune Tigre, commence à courir avec des Yamaha en 1970, mais son frère Alain ne commence à préparer ses motos qu'en 74-75. Et à partir de 1978-79, Alain fait faire des cadres spéciaux par Édouard Morena, qui habite à côté de Nice. Et en 80, Alain franchit le pas et décide de construire lui-même ses cadres, ses châssis. Olivier meurt au circuit Paul Ricard. À ce moment-là, Eric Saul, qui est sans moto, j'ai envie de dire, donne un coup de téléphone providentiel à Alain, parce que j'ai la profonde certitude que, tout en étant extrêmement choqué, Alain n'avait pas envie d'arrêter la compétition. Et il le dit lui-même. Le paradoxe, c'est que la disparition d'Olivier a été presque la 2e naissance d'Alain Chevalier en tant que constructeur. Et avec Eric Saul, puis surtout Didier de Radigues, pendant 6 ans, les Chevaliers vont briller en Grand Prix
vont gagner des grands prix avec Saul, avec De Radigues, mais aussi avec Jean-François Baldé, en 250 et 350 cm3, puis en 500. La carrière Alain en tant que constructeur va se terminer en 1986. Il refera une brève saison en 1987 avec des motos Cagiva italiennes, puis en 1993 avec des Aprilia pilotées par Jean-Michel Bayle. Mais en fait, quand il quitte les Grands Prix en 87, commence pour lui une nouvelle vie encore. À la demande de François-Marie Dumas, un ancien de Motojournal qui travaillait au product planning de Yamaha, Alain a pendant près de 10 ans, dans son atelier de Vendôme, dans le plus grand secret, il a construit des prototypes extraordinaires pour l'usine Yamaha. Et ces prototypes ont été les matrices de futures machines de série. C'est-à-dire que ces prototypes en tant que tels étaient destinés à tester des solutions techniques, destinés à tester des solutions de faisabilité. Et ensuite, l'usine Yamaha décidait quelle dérivée de ces prototypes devenait une machine de route. C'est ainsi, par exemple, que Alain avait conçu un super trail pour l'époque, en 1986, avec cadre en aluminium, avec un moteur de 4 cylindres et ainsi de suite, mais que le super trail qu'a sorti Yamaha après, malgré que cette étude ait utilisé un moteur à 4 cylindres, le super trail qui est sorti n'était qu'un bicylindre. Et alors, summum, si j'ose dire, de la carrière d'Alain, tout ce travail avec Yamaha lui a permis de connaître le fonctionnement de l'industrie, qui est radicalement différent de la compétition, qui est une approche totalement différente. Et donc, encore à l'instigation d'un ancien de Motojournal, à savoir Christian Lacombe, quand Jacques Gardette, qui voulait créer l'usine Vauxhall, relançait une moto française, la Vauxhall, qui avait un moteur bicylindre, eh bien Jacques Gardette a fait appel à Alain pour la partie cycle de la Vauxhall, le développement du moteur et l'évolution de la Vauxhall. Ce qui fait que l'ultime carrière publique, si j'ose dire, en tant que, j'allais dire, au-delà de préparateur, ce qu'il avait été quand il avait des motos de course, au-delà de constructeur, quand il avait fabriqué ses propres châssis, au-delà de imaginateur, concepteur pour Yamaha, Alain est devenu la cheville ouvrière de la création des Vauxhall, a participé à cette aventure entre 1995 et 2001. En 2001, Vauxhall, les investissements avaient été importants, mais peut-être pas suffisants. Enfin, on ne réécrit pas l'histoire. Alain s'est brièvement occupé d'un projet de Vauxhall en compétition. Il a développé une superbike et une machine d'endurance. Et puis à ce moment-là, Vauxhall a connu des problèmes financiers et l'aventure d'Alain Chevalier de Vauxhall s'est arrêtée. Donc, c'est la fin de la carrière de Alain sur l'histoire de Vauxhall. Derrière, il faut quand même le signaler, Alain a travaillé pour l'usine Peugeot. Il leur a conçu des systèmes pour les amortisseurs de leurs scooters, en particulier des systèmes, on pourrait les appeler anti-roulis ou anti-rebond, enfin bref, dans les suspensions arrière d'un bon nombre de scooters Peugeot. Et puis alors, comme cet homme a eu une infinité de vies, un vrai chat, quoi, comme les chats qui ont 9 vies, Alain Chevalier a eu une infinité de vies. À partir des années 2010 et jusqu'à sa disparition, pendant 6 ou 8 ans, eh ben Alain, toujours à l'instigation d'Eric Saul, a restauré certaines de ses motos, est revenu participer à des meetings et des salons de motos anciennes avec ses propres motos. Il a même roulé sur ses propres motos, chose qu'il n'avait jamais faite à l'époque où il préparait et où il courait en Grand Prix. Et puis, voilà, la vie d'Alain s'est interrompue. Moi, j'ai gardé cette relation privilégiée avec, évidemment, Marie-Claude et ses enfants, avec, bien sûr, Christian et Evelyne et Michel, mais Michel qui avait aussi brièvement travaillé avec Olivier, puisque Michel avait beaucoup ensuite préparé des kartings de compétition
peu à peu, hélas, la fratrie Chevalier s'est rétrécie, si je puis dire. Donc en fait, il me paraissait inévitable que tôt ou tard, je raconte l'histoire d'Olivier et d'Alain, parce que je l'ai vécu de l'intérieur, parce que j'en ai vécu d'immenses moments avec eux, et que le résultat, c'est ce livre. Et je dois préciser que j'ai demandé à 3 personnes de confiance, qui sont Yves Kerlot, François-Marie Dumas et Didier Gannot, de le relire pour m'aider à y pourchasser les erreurs, les imprécisions techniques, parce que moi, je ne suis pas aussi technicien que peuvent l'être Yves Kerlot ou Didier Gannot. Sur le chapitre Yamaha en particulier, François-Marie Dumas le connaissait infiniment mieux que moi, puisqu'il y a directement participé. Et donc, eux 3 m'ont dit que ça se lit comme un roman. Et c'est un peu aussi ce que m'ont dit Marie-Claude et Jasmine. Et c'est vrai que, comme dans tous mes livres, j'essaye toujours de reposer l'histoire dans un contexte sociétal et historique, quoi. C'est pas qu'une monographie d'un pilote et d'un gars qui a bricolé des moteurs ou des cadres. C'est le reflet d'une époque. La période Olivier, c'est le Continental Circus. C'est hélas les circuits dangereux, même si, paradoxe, Olivier se tue sur un circuit réputé sûr. Et puis, finalement, la fin de la carrière d'Alain en compétition, c'est aussi le basculement du Continental Circus vers une autre époque, vers ce qu'on a appelé la professionnalisation, le passage à l'époque d'aujourd'hui, lorsque les droits télévision vont être vendus, lorsque, en gros, le Continental Circus va devenir le MotoGP tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors justement, Jacques, merci de ces précisions. Et alors, ce livre, on le verra quand et comment se le procurer? Alors, le livre, je le disais, va sortir courant mai, début mai même, j'espère. Comme mon livre sur Michael Wood et Landa, il est publié aux éditions de Café Racer. Donc, dans l'immédiat, je conseille à tout le monde d'aller sur le site de Café Racer où on le met en pré-vente. Il y a une souscription. Ça permet de s'assurer qu'on aura un exemplaire parce que le tirage sera limité de toute façon. Ce sont des livres très spécialisés. Il fera près de 220 pages. Et donc, vaut mieux s'assurer de pouvoir en avoir un et le commander tout de suite. Voilà. Merci Jacques de toutes ces précisions. On a hâte de voir ce livre.